Lorsqu'on parle de discipline, en réalité, ça signifie plusieurs choses en fonction du contexte dans lequel on se trouve. À l'école, lorsqu'on dit une discipline, c'est un peu comme une matière. Les mathématiques, c'est une discipline. La physique, c'est une discipline. Dans un autre sens, la discipline est prise en considération dans un groupe, dans une équipe. Là où on impose une manière de fonctionner. Je prends peut-être un exemple d'actualité. La Coupe du Monde au Qatar. L'un des mots qui revenait le plus lorsqu'on parlait de la gestion de l'équipe, c'était la discipline. Nous avons besoin d'un groupe humainement bon. Et lorsqu'on parle d'humainement bon, en fait, on est en train de faire référence à la discipline. Je pense qu'il y a eu beaucoup de cas graves de joueurs exclus pour indiscipline. Et tout ce qui va avec insubordination et tout le reste, c'est toujours dans le cadre de l'indiscipline. Vous voyez que là, on est dans une équipe où on impose une discipline. On ne demande pas l'avis. Ça veut dire qu'il y a une discipline qui est édictée et on l'impose. Si tu ne respectes pas cette discipline, tu as l'étiquette d'un indiscipliné et ça peut donner l'objet d'une exclusion définitive. Dans l'armée, c'est la même chose. Je pense que vous avez déjà assisté à des défilés. Lorsqu'on défile, on est synchronisé. Est-ce que vous avez déjà vu le défilé de l'armée chinoise? Parce que c'est souvent bien de voir les défilés des autres armées. Le défilé de l'armée japonaise, c'est comme si c'était une seule personne qui défilait. Alors qu'ils sont peut-être 6000 en train de marcher. Lorsqu'on dit qu'il faut tendre la main comme ça, tout le monde tend la main exactement de la même façon. Au point où quand tu es à distance, tu as l'impression que c'est une seule main. On appelle ça la discipline et c'est obligatoire. La discipline aussi, ça peut permettre de pouvoir imposer dans un environnement, dans un état, la façon de fonctionner. Exemple, les lois. Dans un état comme le nôtre, il y a des lois obligatoires. L'avantage avec les lois, c'est que c'est obligatoire, mais on n'a pas l'obligation de vous donner toutes les informations sur les lois. C'est obligatoire, mais on ne fait pas tout ce qu'il faut pour que vous sachiez ce que ça comporte. La preuve, c'est qu'on peut faire un exercice. Si je te demande maintenant la nouvelle loi des finances dans le domaine de l'importation du riz, est-ce que tu peux me donner les informations dessus? Si ce n'est pas ton domaine, ce sera difficile que tu saches. Parce que ça ne va pas t'intéresser en fait. Alors que ça a un impact direct sur toi. Soit parce que le prix du riz va augmenter dans quelques jours, soit parce que les dérivés du riz vont augmenter, entre autres farine, entre autres couscous, entre autres riz sauce tomate dont le package va augmenter, ainsi de suite. Tu as l'impression que ça ne te concerne pas, mais c'est en train de te concerner. Et cette loi, c'est une manière de discipliner la manière dont la société est gérée. Mais dans ce cas de figure, il y a des personnes qui édictent la discipline à suivre. Si on prend ce dernier cas, ce sont les parlementaires, les deux chambres. Après, on pourrait aussi, si on veut aller dans un débat plus profond, dire que eux, ils ne sont que là pour valider ce qui est dicté plus en amont. Et si on va même en amont, il y a encore l'amont de l'amont, ainsi de suite. On verra que parfois, ça vient même d'ailleurs. Comme par exemple nos nouveaux billets qui viennent d'ailleurs. Pourtant, c'est la discipline. On doit commencer à l'utiliser obligatoirement. Désormais, quand tu vas aller au guichet, tu mets ta carte, c'est le nouveau billet qui sort. Il n'y a pas que l'ancien, c'est le nouveau. Et tu as l'obligation de l'accepter si quelqu'un vient pour acheter ton service. Donc, c'est obligé. C'est une forme de discipline. La discipline aussi, dans un autre cadre comme la religion, a un impact très important et une signification qui est différente. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que discipline vient de disciple. Et un disciple, c'est une sorte d'élève qui a un maître. Et lorsqu'on dit un maître, ça veut dire que tu suis ce qu'il dit. Tu n'as pas qualité, en tout cas pas encore, pour remettre en question ce qu'il dit. Donc le maître te dit, voilà la ligne de conduite à suivre et on suit. Point final. Tu peux innover dans la manière de bien suivre, pas remettre en question. Tu peux innover dans la manière de bien suivre. Ça veut dire que par exemple, tu peux te dire, bon, comme le maître a demandé de dire la vérité,
Je peux créer une chanson dans laquelle je motive les gens à dire la vérité. C'est-à-dire que tu as innové dans la manière de bien suivre. Ce n'est pas que tu vas commencer à dire, mais pourquoi il faut dire la vérité? Non. Ce n'est pas ton rôle en tant qu'élève. Et vous voyez que dans toutes les définitions que je prends depuis, après il y a l'autodiscipline qui concerne des activités personnelles que vous voudrez faire et vous vous imposez une manière ou alors une ligne de conduite pour pouvoir y arriver. Dans chacune de ces définitions, concernant le cadre de notre sujet du jour, il y a un mot qui est toujours associé à la discipline. C'est quel mot? Dans toutes les définitions que j'ai données, il y a un élément qui revient à chaque fois. C'est quoi? Bon, indiscipline, on peut dire que c'est le contraire. Obligation. Imposition. La discipline, c'est quelque chose qu'on impose. C'est quelque chose d'obligatoire. Ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas volontaire. Dès que ça devient volontaire, ça veut dire qu'on a le choix et le luxe de ne pas respecter. Donc, si on parle déjà de quelque chose qui est volontaire, ce n'est plus la discipline. Ça devient ton libre arbitre, ton choix personnel de vie, ainsi de suite. Mais lorsqu'on parle de discipline, on parle directement de quelque chose d'obligatoire. Ça veut dire que tu es contraint à le faire. On pourrait arrêter la formation à ce niveau. Ça veut dire que chacun devrait juste choisir ce qui le contraint ou alors de créer une contrainte et il sera en tout cas mieux discipliné. Parce que ce qui fait qu'on ne soit pas beaucoup discipliné, c'est parce qu'on n'a pas de contrainte. Quand tu n'as pas de contrainte, comment tu seras discipliné? Est-ce qu'un homme qui a 2 femmes, 5 enfants, qui loue en Vocada, est-ce qu'il a la même discipline qu'un étudiant qui a en Guayaquil 2e année mathématiques, qui vit chez ses parents? Non, ils n'ont pas la même discipline. Maintenant, on pourrait mener le débat sur l'orientation de la discipline. Parce que peut-être l'étudiant a une discipline par rapport aux notes qu'il doit avoir en classe, par rapport à l'examen qu'il doit réussir, par rapport à sa vie, par rapport aux contraintes qu'on donne à la maison. Si tu ne passes pas l'année prochaine, tu vas te battre. On a déjà acheté les plateaux à la maison. Si tu ne réussis, ça c'est la dernière année. Si tu ne réussis pas cette année-ci, la continuité, c'est le plateau sur la tête. Donc du coup, quand il part à l'école, il ne voit que le plateau. Il pense au plateau, il se dit, il doit étudier. Du coup, ça devient une contrainte. Tant qu'il n'y a pas cette contrainte, bah, il va en boîte de nuit, il s'amuse avec ses amis, il voit le match comme tout à l'heure, il parie le peu qu'il a pour espérer gagner, comme un coach l'a dit tout à l'heure sur Internet. Bref, il se bat pour faire ce qui lui plaît en fait. Lorsqu'on parle de discipline, on parle de quelque chose d'obligatoire. Maintenant, je vais poser une question. Qu'est-ce qui est obligatoire dans ta vie? Est-ce que c'est obligé que tu sois à Yaoundé actuellement pour fréquenter dans cette école d'assurance? Est-ce que c'est obligé? Ça veut dire que tu peux rentrer demain s'il y a un problème. S'il y a un problème qui se pose ce soir, tu peux prendre ton vol. La semaine prochaine, tu rentres. Quel est le type de problème qui pourrait arriver et qui pourrait te pousser à rentrer la semaine prochaine? Exemple de problème. La mort de mes parents. La mort de tes parents. D'accord? Donc, si tes parents décèdent, ce qu'on ne souhaite pas, bien sûr, tu vas rentrer. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui sont dans d'autres pays, quand leurs parents décèdent, ils sont obligés d'écrire aussi RIP, comme tout le monde. Ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer, il est obligé d'écrire RIP et dire que le jour des obsèques, pardon, faites la paix vidéo et voir comment on met le cercueil au sol. Parce qu'il va rester ici, il ne peut pas rentrer. Il va continuer ce que j'ai à faire ici, même s'ils sont morts. Tu sais qu'il y a ça, non? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que quelqu'un, son père meurt, mais il ne vient pas? Il est obligé de rester là-bas et suivre les obsèques en appel vidéo. Qu'est-ce qui peut... D'après ce que j'ai pu entendre, qu'il y a certains pays où c'est compliqué de rentrer à cause des papiers, à cause du boulot. Ça veut dire qu'il y a une contrainte. On revient à la contrainte. Parce que s'il n'y a pas la contrainte, tu prends ton billet d'avion, tu viens. Quand même ton père. Si ton père meurt, tu ne viens pas, ta mère meurt, tu ne viens pas, tes frères meurent, tu viens pas. Ça veut dire que il y a une contrainte. En fait, tu as pesé. Tu te dis, bon, si je pars, qu'est-ce que je perds? Et qu'est-ce que je gagne? Si je reste, qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je gagne?
Après, tu as vu que non. La balance, c'est plus de rester. De toutes les manières, il est à mort. Je ne suis pas Jésus pour ressusciter les gens. Ça veut dire qu'en fait, la seule chose qui peut te pousser à un moment donné à te dire « je vais le faire obligatoirement », c'est une contrainte forte. Plus la contrainte est forte et plus tu es discipliné. Parce que quand tu n'as pas de contrainte, pourquoi tu vas être discipliné? Parce qu'en réalité, la problématique de la discipline, c'est une problématique quotidienne. Parce que chaque jour, quand tu te lèves, tu te poses la question, pourquoi d'abord je me lève même à 5 heures? Est-ce que c'est obligé? Pourquoi je me lève aussi tôt? J'ai sommeil, il faut que je dorme encore un peu. Pourquoi je travaille même aujourd'hui? Ce n'est pas mieux de rester à la maison voir le match. Parce que j'ai trop travaillé depuis cette année. Non? On est quand même... Il manque 2 semaines pour la fin d'année. Je me bats à la fin de cette année-ci. Je laisse d'abord le travail. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens sont en train de s'amuser, voir le match, se faire plaisir, faire l'amour? Toi, tu es en train de travailler. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a un logiciel qui est dans ton cerveau qui te dit comme mon type. Vous n'avez pas les mêmes problèmes que ceux qui sont en train de voir le match. Toi, le match, c'est interdit pour toi. Tu dois trouver un moyen d'atteindre tes objectifs par rapport aux contraintes que tu as. Tu ne peux pas être en train de voir le match là maintenant. S'il n'y a pas cette contrainte, qu'est-ce qui se passe? Un gars t'appelle là, vous partez voir le match. Première question que chacun doit se poser ici. Qu'est-ce qui me contraint à faire ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que cette contrainte est réellement forte au point où, qu'importe les cas de figure, je vais continuer de le faire? Si vous voyez quelqu'un qui fait une activité aujourd'hui, 2 semaines après, tu lui demandes comment ça marche. Il dit non, ça ne marchait pas, je suis dans une autre activité. 3 semaines après, ça évolue comment? Non, finalement, je fais d'abord une pause parce que c'est un peu complexe. Là. Je réfléchis encore mieux avant de me lancer. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes. Parce que quand il y a beaucoup de contraintes, ça va marcher. Ce n'est pas que tu penses que ça peut ne pas marcher. Non, ça va marcher. Comment ça ne marche pas? Tu penses que moi, quand je lance un projet, je dis que c'est possible que ça ne marche pas, c'est impossible. Ça va marcher. Même si ça ne marche pas, on va trouver un moyen pour que ça marche d'une autre manière. Ça va marcher obligatoirement. Il faut que ça marche. On est mort si ça ne marche pas. C'est pour ça qu'en réalité, la thématique sur l'échec est une thématique qui est très complexe. Parce que l'échec n'existe pas pour quelqu'un qui est extrêmement discipliné. Ça n'existe pas. L'échec, c'est juste un nouveau moyen de faire autrement. L'échec, tel qu'il est perçu actuellement, c'est pour des personnes qui n'ont pas suffisamment de contraintes et qui en réalité ne sont pas disciplinées. Dès qu'il y a une difficulté, là, il dit « Oh, vraiment, le pays tue les jeunes. » Il s'arrête un moment, il débat même pendant 6 mois. Pour expliquer pourquoi le pays tue. Non, il sait qu'il n'y a pas de contrainte. Quand il y a une contrainte, tu n'as même pas le temps de dire que le pays tue les jeunes. Tu penses qu'un enfant qui se lève chaque matin, il a ses œufs qui vendent. Il a le temps de s'asseoir en ligne, dire que le pays tue les jeunes. Non. Pendant que tu débats en ligne, là, tu ne vas pas manger le jour. Premier exercice. Quelles sont les contraintes que j'ai qui me pousse à faire ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je fais ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai vu Claudel le faire et ça a l'air de marcher? Si c'est ça, tu vas arrêter dans 2 semaines, ou dans 1 mois, ou dans 6 mois. De toutes les manières, tu vas arrêter. Sauf si, dans la durée, tu réussis à trouver une contrainte qui désormais te contraint à continuer de le faire. Mais même là, si ça arrive, ce ne sera pas une contrainte très forte parce que les racines sont légères, sont fébriles. Quand il s'agit de discipline, il faut éviter de copier. On ne copie pas. Moi, il y a des gens qui me posent souvent la question, vraiment, Claudel, je voudrais savoir quelles sont tes routines de journée pour essayer de m'en inspirer. Je dis que c'est la dernière fois que tu me poses cette question. Et ne pose plus jamais ça à quelqu'un. Les routines de vie, ça veut dire quoi? Tu crois que c'est le make-up ici? La vie, ce n'est pas le make-up, mon ami, c'est violent. Tu veux qu'elle te dise quoi? Qu'elle me lève à 4 heures et demain tu commences à te lever à 4 heures. Tu veux devenir fou. On n'a pas le même
patrimoine génétique, on n'a même pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes réalités, on ne peut pas avoir la même routine de vie, ce n'est pas possible. Il y a des personnes qui vont s'asseoir pendant 2 heures de temps de travail et être plus efficaces que des personnes qui vont passer 10 heures. Pourquoi tu vas te priver de sommeil alors que toi tu as besoin de sommeil pour être plus performant? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des difficultés à dormir? Et que quand il dort, c'est la magie. Quand vous n'avez pas encore eu ce genre de problème, vous simplifiez le sommeil. Vous vous dites que vraiment le sommeil, c'est... Si je pouvais dormir moins, ça devait me plaire. Je devais travailler plus. Quand tu rencontres quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, parfois il pleure. Ça veut dire qu'il est 2 heures du matin comme ça, il pleure pour que le sommeil vienne. Le sommeil ne vient pas. Il va voir le médecin en pleurant. Que docteur, fais quelque chose, il faut que je dorme. Docteur dit, ok, il n'y a pas de problème, prends ce premier médicament, il boit. Il est encore plus lucide même que quand il ne prenait pas. Il dit que docteur, le médicament là, c'est comme si je dormais avant 3 heures, maintenant c'est 1h30. Le médecin dit, bon, c'est pas grave, on va ajouter un deuxième. On ajoute un deuxième. C'est maintenant, il ne dort même plus. Il est maintenant éveillé tous les jours. C'est l'une des pires choses que je ne pourrais souhaiter à personne. Les troubles du sommeil. Parce que, en fait, pourquoi c'est difficile? Tu es fatigué, mais tu ne peux pas dormir. Parce que ce n'est pas que tu es fort, hein? Non. Ce n'est pas que tu es là, tu as la force, tu peux lire 5 livres parce que tu ne dors pas. Non. C'est que tu es épuisé mentalement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Mais tu fermes les yeux, tu ne dors pas. Ce qui fait que tu n'as même pas un temps dans ta journée où tu rêves comme les autres pour oublier pendant un temps tes problèmes. En fait, tes problèmes deviennent permanents. Parce que l'un des avantages du sommeil, c'est que pendant ton sommeil, on a créé un mot qui s'appelle le rêve. Le rêve, là, c'est quelque chose de magnifique. Ça veut dire que c'est le moment de la journée où tu peux penser à ce que tu veux. Tu peux être ce que tu veux. Dans ton sommeil, tu peux être le président de la République, tu dictes les lois, tu as ton Uber avec les motos qui t'accompagnent. Tu peux prendre les avions, aller n'importe où, rencontrer des présidences, les regarder droit dans les yeux, serrer la main. Dès que tu te lèves, tu repars au chantier. C'est fini. C'était 6 heures de temps. Maintenant, le matin, là. Allez, monsieur. Il y a les papins à monter, là. Bon, imagine-toi donc quelqu'un que toute sa journée, c'est les papins à monter pendant 24 heures chaque jour. Il n'y a pas au moins les 2 heures, là, 3 heures, là, où il peut s'évader. Et 2 heures là où il doit se reposer parce que le corps est fatigué. Parce que le corps a besoin de se restaurer. Parce que c'est pendant cette période même que l'information se consolide dans son cerveau et qu'il retient même mieux ce qui se faisait. C'est pendant cette période qu'il peut même être inspiré par rapport aux problèmes qu'il avait. C'est fatal. Donc, si moi je te dis que je dors 3 heures par nuit, tu te dis voilà, peut-être son secret c'est le fait de dormir 3 heures. D'accord, je vais commencer à appliquer ça dès la semaine prochaine. Tu appliques pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Non, il y a des gens qui se forcent, ils appliquent, non. Ils se forcent, ils boivent des choses, ils forcent. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il trouble son sommeil. Après, il ne dort plus. Et ça devient amusant. Parce que personne ne sera ému par rapport à ça. Pendant que tu es en train de souffrir pour dormir là, ton copain, il ronfle. Il dort jusqu'à ce que tu achètes un produit pour mettre sur ses narines pour qu'il ne ronfle plus parce qu'il est amoureux de son sommeil et ça t'énerve à un moment. Tu dis mon type, dès ce soir, tu ne dors plus comme ça. Tant que je ne dors pas, personne ne dort. Soit on va faire l'amour toute la nuit ou on va travailler parce que je ne peux pas être là, je suis éveillé, je suis fatigué, je n'arrive pas à dormir. Toi tu dors jusqu'à ce que tu rêves. Non. Ça veut dire que tu me soutiens, tu n'es pas empathique. En fait, c'est lorsque tu as un certain type de problème que tu comprends l'importance du fait de ne pas les avoir. Le sommeil, c'est fondamental. Ne sacrifiez jamais votre sommeil. Là, je parle en tant que médecin maintenant, parce que moi, quand je vois des patients qui ont des problèmes de sommeil, c'est la magie. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui deviennent droguées, alcooliques à cause du sommeil? Oui, il y a des gens qui se droguent pour dormir. Ça veut dire qu'ils ont commencé à se droguer parce qu'ils n'arrivaient pas à dormir la nuit.
Ils ont commencé à consommer la drogue, c'est injecté. Je ne parle pas de l'alcool, parce que ça c'est le petit niveau. Je ne parle pas des gens qui vont toujours avoir une bouteille de whisky à la maison pour dormir. C'est que chaque soir, il doit boire le whisky à sec. Pour qu'à un moment donné, le corps est tellement déboussolé, zoomé, qu'il dort peut-être pendant 2 heures. Mais après, quand tu te lèves, c'est avec l'alcool dans le cerveau, c'est avec la fatigue, et ça joue directement sur ta productivité et tout le reste. La discipline ne se copie pas dans les habitudes de ceux qui pourraient être considérés comme vos modèles. Non, chacun a sa vie. Chacun a ses objectifs. Chacun est configuré d'une certaine façon. Donc, après la première question qui consiste à vous demander quelles sont les contraintes qui vous poussent à faire ce que vous faites aujourd'hui, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est quelles sont les habitudes de mon corps? Qu'est-ce que mon corps doit faire pour être plus performant? Parce que votre corps aussi est extrêmement discipliné. Extrêmement discipliné. Il n'y a aucun mouvement, aucune action que votre corps fait de manière désordonnée, sauf si c'est déjà une anomalie. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est d'analyser comment votre corps fonctionne de manière optimale. Première chose, par exemple, quand je dors, quel est le temps moyen qui me permet d'être satisfait de mon sommeil? Est-ce que c'est 5 heures de temps? Est-ce que c'est 6 heures? Est-ce que c'est 3 heures? Est-ce que c'est fragmenter mon sommeil, c'est-à-dire dormir un peu en journée, dormir un peu dans la soirée ou la nuit? Vous devez pouvoir identifier quels sont les moments où votre sommeil est le plus optimal. Vous devez identifier les moments où vous devez manger, les moments où vous ne devez pas manger. Parce que vous savez que le fait de manger a une influence sur vos résultats directs. Vous ne pouvez pas avoir une activité intellectuelle importante et le matin vous mangez 3 boules de couscous. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la digestion, c'est un processus physiologique qui consomme énormément d'énergie. Ça veut dire que quand vous devez faire un travail intellectuel, vous ne devez pas faire que votre énergie soit absorbée par la digestion. C'est pour ça que même pour consommer les aliments, vous devez identifier les aliments dont la digestion est plus difficile, prend plus de temps. Et ces aliments, vous devez les consommer très loin des activités intellectuelles. Qui peut me citer un aliment qui prend beaucoup de temps pour être digéré? Le porc. Vient dans le top 3. Oui, aussi. Oui, ça dépend de l'huile utilisée. L'huile, le haricot aussi. Vous devez analyser tout ça. Oui. Il y a un dernier aliment, le lait. Non, il n'y a pas. Il y a plusieurs aliments. Maintenant, quand tu dis le lait, il y a plusieurs types de lait, même en fonction de comment est-ce que le lait est produit. Tu ne peux pas avoir une activité intellectuelle dans 2 heures de temps et tu consommes un aliment dont la digestion va prendre 10 heures. Parce que pendant que tu seras en train de travailler, lui aussi sera en train de travailler dans ton ventre. Et lorsqu'on parle de discipline, on parle d'énergie. On parle de concentration. Et pour être concentré au maximum, il faut focaliser son énergie sur ce qu'on va faire. Donc, il faut réduire au maximum les sources qui permettent de réduire l'énergie que vous avez, qui n'est même pas déjà optimale parfois à certains moments. Vous devez identifier les heures de la journée où votre travail est plus efficace. Il y a des personnes qui travaillent mieux tard la nuit. Il y a des personnes qui travaillent mieux très tôt le matin. Il y a des personnes qui travaillent mieux en soirée. Il y a des personnes qui travaillent mieux en groupe. Il y a des personnes qui travaillent mieux lorsqu'elles sont seules. Vous devez identifier ça. N'essayez pas de combattre ça. N'essayez pas. Si vous vous rendez compte que vous êtes plus performant quand vous travaillez seul, travaillez seul. Même si vous avez une équipe, fragmentez les tâches que vous allez confier et faites vos tâches seul. N'essayez pas de vous dire, bon, comme on a dit qu'il faut travailler ensemble, je vais me battre pour travailler ensemble avec les autres. C'est un processus et ça prend du temps pour changer une habitude, un comportement. Le faire brusquement n'entraîne que des désagréments qui peuvent jouer sur votre santé.
faisais une vidéo hier dans laquelle je disais qu'il faut féliciter tous ceux qui produisent les contenus sur Internet. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui produit les contenus sur Internet depuis plus d'1 an? Et depuis plus d'1 an, il produit les contenus chaque semaine sur Internet. Ça peut être des textes, des vidéos, des photos, des histoires. Il faut féliciter ce genre de personnes. Parce que c'est violent. Surtout au Cameroun. Parce que Internet a permis de démocratiser le contact entre les idiots et les personnes excellentes. Et c'est une révolution qui ne va plus jamais s'arrêter. Sur Internet, il n'y a pas de professeur. Professeur, c'est dans ta classe, à l'université, c'est tout. Quand tu sors de ta classe, dès que tu prends ton téléphone et tu postes quelque chose sur Internet, il n'y a plus de professeur. Même si ton nom sur Facebook, c'est professeur tel, entre parenthèses, expert en géostratégie. Tu fermes la parenthèse. Tu fais un post. On ne lit pas ce que tu viens d'écrire là. Chacun se lève. Donc quelqu'un qui a Bepanda n'a pas mangé depuis le matin. Il se connecte là, il voit ça, il dit que regardez-moi un idiot comme ça. Comment on fait pour être bien avec les gens avec qui on veut travailler lorsqu'en même temps on doit leur imposer une certaine discipline dans le travail qu'on veut faire? La première chose à faire, c'est de vous entendre sur ce pourquoi vous êtes là. Ça veut dire, nous sommes dans cette entreprise, pourquoi? Pourquoi on a décidé de se mettre ensemble pour faire le projet dans lequel nous sommes en train de travailler chacun, toi dans tel poste, toi dans tel poste, toi dans tel poste. C'est pas pour rien que quand vous entrez dans certaines entreprises, vous allez voir des valeurs qui sont affichées, des messages qui sont affichés. C'est pour vous rappeler à chacun pourquoi il est là. Qu'est-ce qu'il fait là? Dès qu'on a défini ce pourquoi on est là, nous tous, on va maintenant se dire qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien, chacun en fonction du domaine dans lequel il se trouve, chacun en fonction de l'activité qu'il doit réaliser au quotidien pour atteindre l'objectif de ce pourquoi nous sommes là. On va définir. Toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça. Ou peut-être ça a déjà été défini avant. On va donc t'expliquer ce que tu dois faire. On va donc te dire, ok, ce que tu dois donc faire pour que nous puissions atteindre l'objectif pour lequel nous sommes là, ici, tous les jours, c'est ça, ça, ça et ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'expliquer comment ça se fait. Pendant un temps, on va t'apprendre à le faire. Tu vas prendre la main et au quotidien, tu vas le faire et on va contrôler que tu le fais bien. Ça marche? Si ça marche, d'accord, chaque jour tu le fais. Parce que tu sauras que tu le fais dans l'objectif commun que nous avons. Ce pourquoi nous sommes là. Dans cet objectif commun, tu as aussi un intérêt. Parce que tu as ton salaire qui découle de ce qu'on fait. Tu as ta famille que tu nourris grâce à ce que tu gagnes ici. Tu as ton profil de carrière qui se trace parce que si tu as certaines performances, tu atteins un certain autre niveau, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si tu ne fais pas de manière disciplinée ce qu'on a défini de faire, ça veut dire que, non seulement tu amputes ton intérêt personnel, mais en amputant ton intérêt personnel, tu amputes aussi l'intérêt de tout le groupe. Donc, de manière légitime, on pourra t'enlever. Si on se rend compte que tu ne respectes pas ce qui nous permet de pouvoir nous développer. Donc, en fait, pousser les personnes avec qui tu travailles à respecter ces règles, c'est même les aimer, c'est ça les aimer. Mais il faut qu'ils comprennent ou qu'elles comprennent ces personnes. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, tant qu'on n'a pas répondu à la question du pourquoi, on ne peut pas répondre à la question du comment. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce travail, comment tu vas faire pour répondre à la question du comment le faire? Parfois, l'erreur qu'on commet, c'est de ne pas expliquer aux personnes avec qui on travaille pourquoi on travaille. Quel est l'objectif qu'on veut atteindre quand on travaille? Pourquoi ils sont là? Quel est leur rôle? Parce qu'il y a des gens qui sont là juste parce qu'il veut pointer, il veut gagner son argent à la fin du mois. L'entreprise que vous dites que vous voulez bâtir là, lui, ça ne le concerne pas. Et si tu as quelqu'un comme ça dans ton entreprise qui se comporte comme tel, il faut aussi te comporter envers lui comme tel. Parce que quelqu'un qui est juste là parce qu'il sait qu'il gagne de l'argent, ça veut dire qu'il pourra aussi facilement aller ailleurs où il gagne plus, où il a plus d'avantages, où il travaille moins pour gagner plus, ainsi de suite. Donc ce n'est pas quelqu'un sur qui tu peux te projeter sur le long terme. Donc c'est quelque chose qu'il faut expliquer. C'est pour ça qu'il faut régulièrement discuter avec les équipes. T'entendre avec eux, c'est discuter avec eux. C'est de leur expliquer ce qu'ils doivent faire. C'est de leur montrer lorsqu'ils commettent des erreurs, l'impact que cela a eu sur le résultat qu'on doit atteindre et sur eux-mêmes individuellement et sur l'entreprise de manière globale.
Et que s'il continue à commettre ce genre d'erreur, ça va faire que l'entreprise disparaisse. Et comme quelqu'un le disait sur une chaîne de télé, on ne peut pas sacrifier l'Afrique pour une personne. On ne peut pas. Donc si on a le choix entre sacrifier toute l'Afrique et tuer une personne pour que l'Afrique soit sauvée, vous croyez qu'on va faire quoi? On va le saccager avec les machettes pour sauver l'Afrique. Et c'est une métaphore que j'utilise pour dire qu'on va l'enlever pour qu'il ne pollue pas tout le projet. C'est tout. Mais il ne faudrait pas que ce soit comme si c'est émotionnel. Donc il faut que les gens sachent avant pourquoi on travaille, comment on travaille, quels sont les indicateurs de performance. Tout ça entre dans ce qu'on appelle le manuel de procédure. Il faut qu'on explique aux gens ce qu'ils doivent faire. Il faut qu'on leur apprenne à faire. Il faut qu'on les suive. Il faut qu'on évalue ce qu'ils font. Il faut qu'on les remercie, qu'on les félicite lorsqu'ils font bien. Il faut qu'il y ait un profil de carrière de telle sorte que quand ils ont de bons résultats, ils progressent, ils passent à un niveau plus élevé pour se sentir encore un peu plus responsable et de pouvoir donc se sentir vraiment partie intégrante du projet et de comprendre qu'ils peuvent se projeter sur le très long terme avec le projet. Donc si tu l'expliques de manière claire comme ça et qu'au quotidien, tu mènes les actions qu'il faut mener pour que chacun fasse son job comme il doit le faire, ça devrait marcher. Si ça ne marche pas, c'est mieux de se séparer directement. Il ne faut pas tergiverser longuement. Donc on va passer aux questions. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une question, oui. J'ai deux questions. D'accord. Je crois que la première va être très très personnelle pour toi. Aucun souci. Écoute, tu sais, on te suit depuis très longtemps. On a eu l'occasion de lire un peu de ton histoire. J'ai personnellement lu Le jeune entrepreneur africain et un médecin atypique où tu parles vraiment de ta vie et dans laquelle tu prends plaisir à raconter par exemple que tu étais un enfant plutôt turbulent, têtu, ouais. C'était les salles de jeu, c'était les fêtes, c'était les jeux avec les autres copains au quartier en Comcana et autres. Et lorsque tu finis même ton diplôme de médecin en 2014, tu allais bringuer, tranquille quoi. Mais à quel moment s'est fait ce break qui a fait de toi un homme désormais plutôt discipliné? Parce que lorsque je regarde mes notes, on parle de contraintes, on parle de conviction, on parle de connaître son corps. Comment est-ce que je sais en moi que je ne suis pas un bringard? Et que je ne suis pas un gars qui aime l'indiscipline en fait. Comment je fais pour ne pas... Comment est-ce que je fais pour être sûr que ma nature ce n'est pas l'indiscipline? Ça c'est la première question. Okay. La seconde question rejoint vraiment celle de Nelson qui vient de poser concernant la discipline à imposer à son équipe. Moi je l'ai posé dans un autre angle. Comment est-ce qu'on arrive à joindre discipline et leadership? Comment est-ce qu'on arrive à faire le bon méli-mélo des deux? Je prends un exemple. Il y a des métiers dans lesquels la discipline semble être au-dessus du leadership et d'autres dans lesquels le leadership semble être au-dessus de la discipline. Mais même dans les métiers où la discipline semble être au-dessus, par exemple l'armée, on n'arrive pas toujours à imposer la discipline à tout le monde lorsqu'on n'arrive pas à avoir un bon leadership. Le Burkina, la Guinée et tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest où il y a des coups d'État actuellement le témoignent largement à suffisance. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire le bon équilibre entre la discipline et le leadership au sein de son équipe? Moi, ce que je dirais sur mon parcours personnel, c'est le fait qu'au départ, c'était purement de la naïveté. Donc je ne peux pas dire qu'au départ, j'étais quelqu'un de fondamentalement discipliné, surtout en ce qui concerne les études ou en ce qui concerne ce que je voulais réaliser plus tard. Maintenant, la nuance que je vais apporter avant d'y répondre, c'est le fait que en fait, l'indiscipline, j'ai envie de dire que c'est un concept qui n'est pas réel. Parce que les mathématiques m'empêchent de dire que ça n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas démontrer que quelque chose n'existe pas. En fait, pourquoi je le dis? Celui qui va en boîte chaque nuit, ça peut être ça sa discipline. Tu vois, ça peut être ça sa source de bonheur. Ça peut être ça son moyen d'évacuer ses frustrations qu'il a eues dans son enfance, et ainsi de suite. Peut-être toi, par rapport à ton objectif, par rapport à ton projet, ce serait de l'indiscipline de sortir chaque soir, d'aller en boîte de nuit, de passer de fille en fille, ainsi de suite. Lui, c'est sa discipline pour rester vivant. Oui, attention. Il ne faut pas négliger le fait qu'il y a des personnes qui ont eu avec le temps des dysfonctionnements psychologiques liés à énormément de frustration, qui les ont poussés à avoir une discipline de vie qui pourrait être considérée comme de l'indiscipline pour certains, alors que pour eux, c'est le moyen ultime de rester stable. Parce que s'ils ne le font pas, c'est un peu comme quelqu'un qui est alcoolique. Tu ne peux pas lui demander du jour au lendemain de stopper l'alcool parce que boire de l'alcool, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Fumer, c'est dangereux pour la santé, le cancer du poumon, ainsi de suite. Peut-être il a commencé à boire après qu'il s'est séparé avec sa femme qui a pris sa maison, qui était avec un autre homme, comme l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Et il s'est dit peut-être le moyen d'oublier ça, c'est de boire. Peut-être en buvant, je vais oublier ça. Après, lorsqu'il boit, il commence à devenir addictif de l'alcool. Et puis, il commence à boire tout le temps.
Toi, tu vas te dire, mais comment quelqu'un qui a un projet et tout, là, il boit tout le temps, il sort en boîte de nuit tout le temps. Pour lui, c'est le moyen qu'il a trouvé. On peut questionner le moyen. Ça peut ne pas forcément être le moyen le plus optimal. Mais pour lui, c'est le moyen qu'il a trouvé pour pouvoir s'en sortir par rapport à ses frustrations. Et il est discipliné en le faisant. Maintenant, pour revenir à ta question, moi, ce qui se passe avec moi, c'est beaucoup plus lié à des frustrations. C'est les frustrations qui me poussent à me dire, je ne veux plus vivre ça. Et comme je ne veux plus vivre ça, il faut que je me fixe des objectifs à atteindre et qu'au quotidien, je me batte pour les atteindre, pour ne plus vivre ça. Quand je parle de frustration, il y a des frustrations qui sont émotionnelles, il y a des frustrations qui sont familiales, il y a des frustrations qui sont liées au fait que tu te rends compte que tu as fait des études, mais en fait, dans la société, tu ne vaux rien.